Allô, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire Dr. Pomerleau. Marc Pomerleau is a certified translator and university lecturer. After earning a bachelor's degree in Latin American Studies and a graduate diploma in translation from McGill University, he obtained a master's degree and PhD in translation studies from Université de Montréal. His research focuses on language issues and the Iberian Peninsula. Is that how you pronounce it? Iberian Peninsula. Thank you. And Latin America, most notably on Romance languages, minority languages, and the history of translation and the relationship between language, power, and politics, which sounds fascinating. A lecturer at Université de Montréal and Université de Québec à Trois-Rivières, he teaches translation, editing, translation theory, and introductory classes to foreign languages and cultures. His working languages are French, English, Spanish, Portuguese, and Catalan, and he studied a dozen other languages, including Arabic, Creole, Galician, and Italian. La présentation va être en français. Lors de la fin de la présentation, on vous invite à poser des questions. S'il vous plaît, venir ici pour utiliser les micros pour qu'on puisse l'enregistrer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs du LangFest de m'avoir proposé ce sujet fort intéressant. Bon, évidemment, quand on commence à s'intéresser à un sujet comme ça, on a des grandes ambitions. On veut tout faire, tout voir. Je voulais essayer toutes les techniques, bon, mais finalement, évidemment, on finit par rapetisser de plus en plus notre focus ou notre sujet de recherche. Mais quand même, c'est un sujet qui m'intéresse, je dirais, depuis une quinzaine d'années, puis que j'ai commencé à lire sur le sujet à l'époque. Mais j'ai fait un sprint les derniers mois. J'ai lu beaucoup d'articles scientifiques de toutes sortes d'horizons sur la question pour essayer de me faire une idée. Parce que l'intercompréhension, en fait, c'est fait pour apprendre à comprendre les autres langues. Mais moi, je dirais que j'ai plutôt fait à l'envers. J'ai appris les autres langues. Puis après ça, j'ai vu un peu comment fonctionnait l'intercompréhension. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans la même situation aussi, qui parlent déjà plusieurs langues apparentées et puis qui veulent quand même savoir comment ça fonctionne l'interprétation, pas l'interprétation, l'intercompréhension. Donc, c'est aussi une technique que de toute façon on peut peaufiner et puis utiliser aussi pour d'autres langues. Puis comme on va voir, si ce n'est pas seulement, là je dis, bon, mon titre c'est Entre langues romanes, mais ça déborde un peu sur d'autres langues parce que, évidemment, les langues sont toujours en contact. Donc, qu'est-ce que l'intercompréhension? Moi, je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire vite, en une phrase, qu'est-ce que ça serait? Oui? Mais le fait que les locuteurs d'une des langues sont capables de comprendre d'autres sans nécessairement, ils ne peuvent pas répondre dans cette langue-là, mais juste avec la grammaire, le vocabulaire qui est semblable, on comprend ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Là, je vais vous donner une définition qui est générique que j'ai concoctée à partir de d'autres définitions. Donc, c'est un phénomène qui s'observe lorsque deux personnes communiquent entre elles et se comprennent, tout en utilisant deux langues différentes. Dans beaucoup de définitions, on parle de langue maternelle, avec leurs deux langues maternelles, mais je n'étais pas vraiment d'accord avec cette définition-là parce que je pourrais parler en espagnol, moi, avec quelqu'un qui parle portugais, puis il y aurait de l'intercompréhension sans que ce soit ma langue maternelle. Donc, je pense que le principe, c'est que les deux langues soient différentes. Okay? Donc, à l'oral, mais aussi à l'écrit, évidemment. Ou ça peut être aussi juste un des deux. Bon, l'intercompréhension s'appuie sur les ressemblances et transparences entre les langues et sur les connaissances préalables qu'on appelle souvent les connaissances encyclopédiques. Dans mon domaine, la traduction, on parle beaucoup de connaissances encyclopédiques, c'est-à-dire que quand on traduit un texte, il n'y a pas seulement le contenu du texte, on a plein de connaissances qui nous aident à comprendre le contenu. Donc, c'est pareil quand on entend ou on lit une langue qu'on ne connaît pas, il y a plein de choses qui font partie de nos connaissances encyclopédiques qui vont nous permettre de comprendre. Okay? Bon, dans l'intercompréhension, on considère que la connaissance passive est un atout. Je vais revenir sur la définition après si vous ne savez pas ce que c'est, et non comme une tare ou un défaut. Donc, la connaissance passive fait partie de la compétence plurilingue. Puis ça, je vais insister là-dessus parce que souvent, puis ça m'arrive à moi, je suis sûr que ça vous arrive à plusieurs d'entre vous qui êtes polyglottes, les gens nous demandent combien de langues tu parles. Mais il y en a d'autres peut-être qu'on ne parle pas, mais qu'on comprend, qu'on lit.
OK, ou qu'on comprend un peu, qu'on parle un peu. Donc, la compétence passive ou la compétence partielle, on a souvent tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, alors que dans le fond, ça fait partie de notre compétence plurilingue. OK, on devrait peut-être le valoriser aussi un peu plus. Donc, je vais rapidement venir sur la différence entre la connaissance active et passive. L'active, c'est la capacité de s'exprimer à l'oral et à l'écrit dans une langue. Okay? Donc, ça, c'est les deux des compétences principales en langue. Comprendre l'oral, comprendre l'écrit. Plutôt produire l'oral et produire l'écrit. Et la passive, c'est la compréhension d'une langue à l'oral et à l'écrit. Donc, ça comprend les 4 compétences de base d'une langue. On va le voir dans le tableau, la différence entre les deux. Donc, la compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale, qui sont, dans la plupart des modèles, les 4 principales compétences linguistiques. Okay? Donc, essentiellement, la compétence passive ne comprend pas la production écrite ou la production orale. Mais évidemment, comme dans toute théorie, ce n'est pas si simple que ça. Hein? On veut toujours des théories, mettre dans des boîtes. C'est ça, c'est comme quand les gens vous demandent quelle langue vous parlez, moi je dis, ça dépend. Ça dépend. Là, pour ça, j'utilise tantôt dans ma présentation langue de travail, celle que j'utilise pour le travail, puis les autres. Okay? D'autres que je maîtrise, d'autres que j'ai étudiées, etc., etc. J'ai fait un petit tableau qui représente ma situation. C'est toujours un peu difficile parce qu'on s'auto-évalue. On peut faire des tests puis dire, moi, j'ai A1, AB, B2, C1, mais encore, des fois, on peut être niveau C1 dans la lecture, puis seulement A1 pour parler. Donc, c'est pas si simple que ça, mais j'ai évalué à peu près mes propres compétences, et puis on dirait que ça donne à peu près ça. Okay? Donc, on voit, par exemple, que la compétence orale et écrite, bon, c'est dans les principales langues qui sont mes langues de travail aussi, qui sont les 5 premières ici. Okay? Il me semble que je n'écris pas super bien en portugais et en catalan, mais ça va dépendre toujours de ma propre auto-évaluation. J'aurais pu mettre 2 aussi. Mais je vais attirer l'attention surtout sur ce qui est en bas ici. Ici, on voit les langues que j'ai le plus étudiées, puis il y en a que je n'ai pas étudiées, mais qui font quand même partie de mes compétences. Si on regarde, par exemple, créole, galicien et l'occitan, on voit tout de suite que c'est des langues apparentées aux autres langues que je connais. Okay? Donc, je n'ai pas étudié, j'ai étudié un peu le créole, mais le galicien, l'occitan, pas du tout. Mais pourtant, c'est des langues que je lis quand même bien. Le galicien, j'utilise pour des articles scientifiques. Je pense que je serais peut-être même capable d'écrire. J'ai marqué non, mais c'est parce que je n'ai pas essayé. Okay? Et puis, le plus ou moins, c'est quand j'arrive difficilement à m'auto-évaluer. Puis, on voit aussi que l'étude, ça ne veut pas dire qu'on peut étudier beaucoup une langue puis pas la parler non plus, parce qu'on voit que j'ai beaucoup étudié l'arabe. Je n'ose pas mettre un X parce que je peux peut-être me débrouiller un peu, mais on voit que quand c'est une langue très différente des autres langues qu'on parle, évidemment, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas que la langue en soi est plus difficile, puis la plupart d'entre vous, je pense, vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a pas de langue vraiment plus difficile ou plus facile à apprendre que l'autre. C'est toujours contextuel. C'est toujours par rapport à notre propre situation. Okay? Donc, ça, c'est ma propre situation, mais quand je me mets à regarder l'intercompréhension, puis quand je lis des textes dans d'autres langues apparentées aux langues que je comprends, on peut voir ça, par exemple. Ici, à droite, il y a toutes ces langues-là que je n'ai pas étudiées, mais qu'on peut arriver quand même à comprendre relativement bien, et qui sont évidemment toutes des langues latines ou avec des influences latines romanes. Je pense que, là, j'ai mis les noms dans les langues, j'ai fait exprès, puis je pense que vous arrivez quand même à comprendre assez facilement le nom, quelles sont ces langues, toutes des langues romanes, pour la plupart minoritaires. OK. Donc ça, j'arrive sur le concept du continuum. Est-ce que je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Oui, le continuum linguistique. Je vais quand même vous donner une courte définition, mais ça fait partie intégrante du concept d'intercompréhension parce qu'en général, les langues qui se suivent sont intercompréhensibles. Donc, un continuum, encore une fois, c'est une définition, parce que tous ces concepts-là, intercompréhension, continuum, compétence active, compétence passive, comme tous les concepts scientifiques ou même certains concepts généraux, ont des tonnes de définitions. Les gens veulent toujours savoir c'est quoi ci, c'est quoi ça, un peu comme les langues, hein, c'est quoi la limite de ci, de ça. Puis ça ne rentre pas nécessairement dans une boîte. Il y a plusieurs définitions, donc moi j'en concocte une qui répond à mes besoins, qui est quand même réelle, mais qui peut varier selon les chercheurs ou n'importe quel ouvrage. Bref,
Un continuum, c'est un réseau de langues géographiquement adjacentes à l'origine, ok, peut-être des fois elles ne le sont plus aujourd'hui, et mutuellement compréhensibles, mais dont l'intercompréhension décroît au fur et à mesure que la distance augmente. On va le montrer plus graphiquement, c'est un peu plus facile. Donc, A, B, C, D, E, F. Là, A, B, C, D, E, F peuvent tant représenter des langues différentes que seulement des variantes, des dialectes ou des variantes très régionales. Ça pourrait même des villages, par exemple. Okay, on aurait 6 villages. Donc, entre toutes ces langues-là, évidemment, quand on passe de A à B, à C à D, on se comprend toujours. Donc, il y a l'intercompréhension. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, l'intercompréhension devient de plus en plus difficile. Donc, de A à C, de A à D, de A à E et de A à F, on a de la misère, évidemment, à se comprendre. Un des avantages de l'intercompréhension, c'est de rompre un peu ce bris d'intercompréhension qu'il y a ici en ajoutant certaines langues entre les deux extrêmes, disons. On pourrait dire, par exemple, dans le contexte des langues romanes, qu'on partirait le plus à l'ouest, le portugais ou le galicien, puis en allant jusqu'au roumain, par exemple. Donc, on peut repartir avec le même diagramme de base, mais ce qu'on fait, c'est que dans l'intercompréhension, mais ça c'est une stratégie qu'on peut adopter, c'est d'apprendre une des langues qui est au milieu du continuum, et là, ça vient rétablir le lien entre les langues. Bon, évidemment, si on apprenait aussi B ou E, ça serait encore mieux. Mais tout ça pour dire que plus des langues sont éloignées, on peut les rapprocher sans avoir à étudier les deux, mais à étudier une qui est entre les deux. OK? Là, je vous montre un exemple, encore une fois, du continuum des langues romanes en Europe, un peu avec les langues dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous voyez assez bien les petites flèches, là, du portugais vers le galicien, vers le castillan, vers le catalan, après ça, vers l'occitan, vers le français, le franco-provençal, l'italien, le corse, le sarde, le roumain. Mais ça, c'est seulement un exemple. La ligne pour aller un peu dans tous les sens. Les routes alternatives comme de l'italien vers le napolitain ou vers le sicilien, mais aussi vers l'anglais. OK? On peut faire aussi vers l'anglais. Évidemment, aussi vers, ici, bon, il faut deviner peut-être, mais c'est plutôt ici vers les créoles. OK? Vers les créoles à base française des Antilles. Mais ça aurait pu aller aussi vers l'allemand, ça aurait pu aller un peu partout. Mais évidemment, le continuum n'est pas le même quand on passe d'une famille à l'autre. Mais il ne faut pas oublier que le concept de famille linguistique est une façon de classer les langues parmi tant d'autres. OK? Je vais y revenir tout à l'heure, mais bon, le français est en partie une langue germanique quand même. L'allemand, le français, l'anglais est en partie une langue romane aussi. Okay? Il n'y a pas de langues qui sont 100% quelque chose et 100% autre chose. Bon. On reviendra peut-être un peu plus tard. Quand je parlerai de l'anglais, de toute façon, je parle de ce concept-là. Donc ça, c'est le continuum que moi j'ai établi et qui correspond aussi à mes propres langues, disons. Mais on pourrait le continuer. Bien, je vais vous montrer un autre tableau que je n'ai pas fait moi-même, mais qui est ici continuum linguistique entre les diverses familles linguistiques de l'Europe. Donc, on voit le continuum germanique, le continuum celte, scandinave, slave, etc. Mais on pourrait encore ajouter des lignes, comme je disais, du français vers l'allemand, puis même on pourrait partir une ligne puis la faire comme ça jusqu'au bout, parce que dans le fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué de voir les langues avec des frontières politiques, mais à la base, avant qu'il y ait les frontières politiques, il y avait vraiment un continuum, même entre les familles linguistiques. Évidemment, il peut y avoir des endroits où c'est plus difficile, entre le castillan puis le basque, par exemple. Le continuum est, disons, un peu plus saccadé, mais il y a toujours quand même des zones de transition entre les langues, que ce soit de la même famille ou non. Okay? Donc, il y a des parlers, il y a certains parlers aussi entre le basque puis le français. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranché, les différences, mais autrefois, avant qu'il y ait les frontières, les politiques linguistiques, etc., l'assimilation linguistique, il y avait quand même toujours des zones de transition, même entre les différentes familles. On n'a qu'à penser, par exemple, à la frontière germano-française avec l'Alsace, la Lorraine, qui sont des parlers germaniques, mais beaucoup d'influence du français. Puis à l'origine, même, il y avait encore plus de zones de tampons entre ces différentes régions. Donc, le continuum linguistique puis l'intercompréhension, ça peut s'appliquer également à différentes familles de langues et pas nécessairement juste aux langues romanes, aux langues scandinaves, aux langues germaniques. Bon. Mais dans le cadre de la présentation,
ou les exemples que je vais montrer, je m'intéresse plus aux langues romanes, évidemment. Donc, mais pourquoi s'intéresser à l'intercompréhension? Pourquoi l'apprendre? Pourquoi le pratiquer? Bien, déjà, vous le pratiquez probablement déjà tous. Okay? C'est un phénomène naturel qui est mis en pratique depuis toujours, en tout cas du moins depuis que les humains parlent. Donc, autrefois, même les gens, quand ils n'avaient pas étudié des langues, ils se déplaçaient, bien, ils finissaient par s'intercomprendre, des fois avec des langues, l'espèce de lingua franca, mais qui étaient quand même des espèces de langues qui s'inscrivaient dans l'intercompréhension ou dans le continuum. C'était des langues un peu hybrides, mixtes, qui faisaient un pont entre d'autres langues, entre différents peuples. Donc, on pratique déjà l'intercompréhension, mais souvent de façon inconsciente. Évidemment, dans tous les manuels ou toutes les méthodes, ce qu'on met de l'avant, c'est que ça peut être facilité par une dynamique d'enseignement et d'apprentissage. Donc, on le pratique, mais si on l'étudie, ça va encore faciliter davantage l'intercompréhension. Donc, je vais m'attarder à cette question-là après avec certains exemples d'intercompréhension ou de techniques. Ce qu'on dit aussi, c'est que les langues ne doivent pas être compartimentées. Bon, ça, je pense que pas mal tout le monde ici, vous allez être d'accord. Donc, ce n'est pas des boîtes, les langues. Il y a des ponts, les langues sont toujours en contact. Et ça valorise plusieurs, voire toutes les langues. Donc, au lieu d'avoir à utiliser une lingua franca ou que tout le monde passe à une langue, tout le monde peut continuer à utiliser sa propre langue ou une de ses langues pour la communication. Donc, l'état de la question, en fait, disons, les techniques d'intercompréhension les plus mises de l'avant ou les plus pratiquées sont celles entre langues scandinaves, où il y a une espèce de tradition d'intercompréhension, et il y a aussi des politiques de mise en œuvre qui font une grande différence. Donc, entre le danois, le norvégien et le suédois. Là, je ne suis pas spécialiste de ces langues-là ni de ces régions, mais il existe des véritables cours qu'on prend et qu'on apprend, on apprend facilement l'intercompréhension. Il faut dire qu'à la base, ces trois langues, on peut presque considérer que ce sont les mêmes langues, avec des variantes dialectales. Bon, là, il y a toujours les questions politiques. Tantôt, je disais dans mon introduction que je m'intéresse aussi aux questions politiques. Les langues sont toujours politiques, les noms des langues, les délimitations, les politiques, etc. Il existe évidemment aussi entre langues germaniques au sens plus large, mais ce n'est pas aussi fort que pour les langues scandinaves. Ensuite, l'intercompréhension entre langues romanes, c'est le domaine, le sujet, disons, sur lequel il y a le plus de littérature et de méthodes. Mais pour ce qui est de l'intercompréhension en tant que telle, ça a été rompu. Surtout, je ne pourrais pas dire à telle date ou telle date, mais c'est avec l'apparition de beaucoup des frontières linguistiques, évidemment des frontières politiques qui sont devenues des frontières linguistiques. Donc, on a un peu rompu cette intercompréhension. Et aussi, par contre, l'avantage des langues romanes, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes proposées. Mais, j'en ai deux ici, je vais vous les passer, si vous voulez. Si vous voulez les regarder, mais il y en a des tonnes. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont en ligne, évidemment. On reviendra tout à l'heure. Mais le problème un peu des langues romanes, c'est lesquelles? Parce qu'on parle des langues scandinaves, il y en a trois principales. Les langues romanes, il y en a plus de 50, même plus de 70, selon les diverses classifications. En général, les techniques d'intercompréhension utilisent les 5-6 langues romanes. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Je vais voir le temps, c'est bon. Bon, ça ici, c'est quelques petits exemples. Ce que j'ai trouvé, puis j'y reviendrai à la fin aussi, mais beaucoup des méthodes, des ressources en ligne sont souvent non disponibles. C'est-à-dire que souvent, c'est des projets universitaires, gouvernementaux, intergouvernementaux, par exemple de l'Union européenne, de l'Union latine, de certaines universités ou certains conglomérats. Et puis, quand le budget termine, bon, comme ici dans le milieu universitaire, on voit, mettons, on a une subvention de recherche pour 3 ans, 4 ans. Quand la subvention finit, bien souvent, le projet tombe un peu à l'eau. Malheureusement, il y a beaucoup de ces programmes-là en ligne qui sont gouvernementaux ou intergouvernementaux qu'on n'arrive plus à accéder. Le projet est terminé, ça reste en ligne, ça ne bouge plus, ça reste statique pendant un certain temps, puis à un moment donné, le site web tombe, et puis on n'y a plus accès. Donc, c'est un peu l'inconvénient de ces méthodes-là. Donc, les méthodes traditionnelles, papier ou PDF, restent quand même peut-être les plus utiles, ou en tout cas qui vont continuer dans le temps. Donc, il y a Euromania, par exemple, ici. Il y a les itinéraires romans de l'Union latine. Mais je vais attirer votre attention sur le Eurom 5. C'est celui que j'ai le plus étudié, disons, puis que j'ai trouvé aussi le plus intéressant. Il y a un livre
Il y a aussi une plateforme en ligne qui, là, marche des fois, ne marche pas, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu la problématique. Et puis, il y a aussi l'autre de Paul Tessier qui s'appelle « Comprendre les langues romanes », mais qui est plus quelque chose à lire, c'est plus qu'une méthode, c'est vraiment plus un truc informatif. Mais il y en a à Visis, évidemment, beaucoup d'autres. Il y en a de l'Union européenne aussi. Donc, maintenant, on va regarder un peu le fonctionnement. Bon, ici, je vais parler surtout de Rome 5, mais j'ai emprunté aussi d'ailleurs, OK? Et puis, je n'ai pas le fonctionnement complet de ces méthodes-là. Je donne certaines caractéristiques principales. Donc, comme j'en ai parlé, le fonctionnement, bien, ça fonctionne sur l'exploitation des connaissances acquises ou encyclopédiques au niveau lexical, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on connaît dans les autres langues. Au niveau morphologique, c'est la forme des mots, on reconnaît des mots, des phrases. La syntaxe, bon, la grammaire, on connaît certaines caractéristiques grammaticales des autres langues. Par exemple, ça peut être le même ordre, sujet, verbe, complément, par exemple, des choses comme ça. Il y a des indices aussi contextuels et culturels. Donc, si vous lisez un article sur la politique américaine, bien, vous avez déjà le contexte, vous connaissez peut-être déjà un peu la politique américaine, donc ça facilite la compréhension. Et puis, quand c'est plus à l'oral, bien, il y a la gestuelle, il y a les images, le ton, etc., des personnes. Donc, ça, c'est tout ce qu'on connaît déjà des autres langues. C'est quand même pas si mal. OK? Donc, ensuite, on met l'accent sur la lecture, surtout dans Rome 5, sur la lecture, et ensuite sur l'écoute. Je vais m'attarder à ces deux éléments-là. Donc, la lecture. Donc, l'intercompréhension commence par la lecture de textes de nature générale, c'est-à-dire des textes non spécialisés. On ne va pas lire des textes, on va lire un texte journalistique, par exemple, mais on ne va pas lire un texte juridique ou financier. Okay? Même dans notre propre langue, des fois, c'est difficile à comprendre. Donc, on se passe sur des textes de nature générale et on commence avec des plus petits textes, 100 mots, 200 mots, 300 mots, 400 mots, etc. Et ensuite, une fois qu'on arrive à lire, on écoute. On peut écouter aussi dès le début, mais on commence toujours par la lecture, ce qui est plus facile, évidemment. Encore une fois, pas dans tous les cas. Okay? Si vous pensez, par exemple, à certaines langues qui ont une graphie, une orthographe qui est très loin de l'oral, bien, des fois, l'oral peut être plus facile à comprendre que l'écrit. Okay? Mais en général, la lecture est plus facile que l'écoute. Ce qui est important, c'est qu'on écoute les mêmes textes dans toutes les langues. C'est-à-dire que dans l'intercompréhension, on ne va pas dire, là, je passe une semaine d'espagnol, après je fais une semaine de roumain, après je fais une semaine d'occitan. On les fait toutes en même temps. Okay? On fait un texte dans une langue, dans l'autre, peut-être pas dans 6, 7, mais dans plus que 2 ou 3 toujours à la fois. Okay? Parce que ça nous permet d'activer nos connaissances et puis de repérer des ressemblances entre les langues. Donc, quand je lis, par exemple, un texte, je peux peut-être lire le même texte en roumain, le texte en français, le texte en roumain, des trucs que je ne comprendrais pas, mais au lieu de retourner au français ou dans un dictionnaire, je lis le même texte en italien ou en portugais. Et puis là, je vais faire des liens qui vont me permettre de passer du portugais, de faire comprendre le roumain par l'intermédiaire de l'italien et non du français. Okay? Parce que l'italien est plus proche du roumain que le français, entre autres. Donc, l'écoute permet aussi de regrouper les unités, de comprendre le sens en fonction du ton. Donc, on comprend si c'est de l'impératif, de l'exclamatif, de l'interrogatif, etc. Donc, c'est les mêmes textes. On lit des textes, on écoute les mêmes textes. Dans comme 5, on peut trouver en ligne tous les textes et les écouter. L'écoute permet aussi de mettre de côté certaines caractéristiques illogiques de l'orthographe. Donc, peut-être qu'en lisant, des trucs qu'on ne comprend pas, et quand on va les écouter, on va les comprendre tout à coup, en français, par exemple, donc qui est une des langues, en tout cas qui est probablement la langue romane, dont l'écriture ou l'orthographe est le plus loin de la prononciation. Et finalement, la grammaire. Donc, c'est une des grosses différences avec les méthodes traditionnelles. Les méthodes traditionnelles, souvent, on commence avec la grammaire. On commence avec les verbes, on commence avec on nous matraque des exceptions. Ici, on ne s'intéresse pas aux exceptions. L'idée, c'est de comprendre la base, comprendre en général les textes. Donc, les explications orthographiques, grammaticales sont vraiment de base. Le fonctionnement et les principales règles et les règles les plus fréquentes. Comment on forme comment on forme le pluriel en français? Bien, on va dire, d'habitude, c'est un S. On va oublier le X, le Z, qui sont des exceptions ou qui sont peu fréquents. Okay? On veut comprendre en général. Et puis, dans un texte, quand on va voir un X à un moment donné, bien, dans le contexte, on finit par comprendre que c'est aussi une autre forme du pluriel. Mais on ne va pas commencer avec toutes les exceptions qui existent parce que c'est infini. En français, on le sait. Les verbes, par exemple, c'est infini les exceptions, donc on ne s'intéresse pas vraiment aux exceptions.
Les gens peuvent aller faire les recherches s'ils veulent, mais dans le fond, l'intercompréhension ne vise pas à connaître toute la grammaire. Il vise à comprendre comment fonctionne la langue en général. Donc, je disais tantôt, contact avec les langues de façon alternée. Mais ce qui est important aussi, c'est de laisser passer ce qu'on ne comprend pas. Okay? On ne met pas l'accent sur la difficulté, sur les exceptions. Puis souvent, puis je le vois aussi en traduction, on apprend comment traduire tel terme aux étudiants qui vont apparaître une fois par année dans un texte. Okay? Au lieu de leur montrer à traduire des phrases de base, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre l'accent sur les difficultés, mais de mettre l'accent sur les facilités. Et c'est de comprendre le sens général et non tous les mots. Donc, on a le droit à l'approximation, dire j'ai compris à peu près. Le droit d'avoir compris à peu près, c'est pas grave si on n'est pas certain si ça se passe maintenant, le texte, ou ça se passait hier ou la semaine dernière. Okay, on comprend le sens global. Et puis, à force d'en lire, on va finir par comprendre quand est-ce que c'est passé, quand est-ce que c'est présent. Et puis souvent, de toute façon, dans un texte, le sujet même va nous permettre de comprendre quand se déroule l'action. Donc, ce n'est pas grave si on ne connaît pas la formation des verbes au passé simple, au passé composé, etc. Un autre concept intéressant, c'est le principe du mot fantôme. C'est-à-dire que quand il y a un mot dans le texte qu'on ne comprend pas, on le remplace par quelque chose d'autre. Machin, bidule, chose, patente. OK? Puis on continue à lire le texte. Et puis souvent, ce machin bidule va finir par devenir transparent avec le temps. Et puis, on va revenir au début, puis on va savoir qu'est-ce que notre machin bidule. C'est juste pour ne pas lire un texte ou écouter un texte et puis dire, merde, il y a un mot là que je ne comprends pas. Okay? On dit, machin, blablabla, a dit que machin, blablabla. Non, plutôt que de dire que machin a dit que... Non, on rajoute un mot fantôme qui nous permet de comprendre et qui nous permettra de comprendre avec le contexte. Donc, la première étape, ou disons le plus facile, c'est ce qu'on appelle les correspondances ou dans certaines techniques, la transparence. Bien, c'est ce qui a à peu près, ce qu'on va comprendre de façon hyper intuitive. C'est ce qui est aussi, qu'il y a des correspondances entre les principales langues romanes. Bon, ici, j'ai les 6 qu'on voit le plus dans les méthodes d'intercompréhension. Souvent, il n'y en a que 4. Portugais, espagnol, français, italien. Des fois 5, on rajoute le catalan. Des fois, on ajoute le roumain. Il n'y en a pas beaucoup où on a les 6. D'habitude, on en a 5. Mais ça, on le voit à peu près facilement. Il pourra avoir une liste là, de centaines de mots du même genre que vous comprenez assez facilement. Évidemment, si vous voyez un texte en roumain, puis là, vous voyez mana, juste mana, sans contexte, ben, vous allez tout savoir que c'est main. Mais si vous allez, le contexte du texte parle du corps humain, par exemple, de médecine, ou parle d'un sport, la balle, puis le mana, bien là, dans le contexte, vous allez le comprendre assez facilement. Donc ça, c'est pour le contexte de transparence, de correspondance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des correspondances indirectes. Je pensais que j'avais mis une autre couleur. On voit par exemple ici, ah oui, OK, sur mon ordi, je ne vois pas les couleurs. Bon, si vous voyez par exemple le mot nen en catalan, si vous ne parlez pas espagnol, vous n'allez peut-être pas comprendre. Sauf que dans la même famille, il y a infantile, infancia, qui nous ramène au français. Donc, c'est quand même assez facile. On voit que dans toutes les langues romanes, il y a un mot de cette famille-là qui existe. Okay? Donc, en faisant des recherches ou en relisant le texte, un texte qui parle d'enfant risque de parler aussi d'enfance, infantile, jeunesse. Donc, il risque d'avoir d'autres mots qui sont plus transparents, qui apparaissent. Et puis, ceux qui sont différents, on les retrouve quand même. Bon, en français, il peut y avoir bambin pour bambino, menino en portugais, niño, nen. La seule exception ici qu'on a, c'est copil, qui est en roumain, qui est un mot d'origine slave. Donc, on a quand même ce qu'on appelle ici des correspondances indirectes. Si on n'a pas une correspondance à la première ligne, on l'a quand même dans la même famille de mots, la correspondance. Ensuite, il y a tout ce qui est préfixe latin et grec, qui sont dans pratiquement toutes les langues indo-européennes. On va les retrouver assez facilement et on va identifier, si vous voyez un mot roumain ou un mot espagnol qui commence par bi, ou un mot italien ou espagnol qui commence par in, ben on comprend assez facilement que bi, ça va rapport à 2, que ré à répéter, deuxième fois, puis troisième fois. In, ben c'est le contraire, incompétent, incapable, qui va exister, le même préfixe dans toutes les langues, et même chose avec les préfixes grecs. Donc, on identifie dans la lecture ces préfixes-là qui vont nous aider à comprendre assez facilement le mot qui suit, ou la deuxième partie du mot. On apprend aussi les différentes façons de former le masculin et le féminin.
Encore une fois, quand je parlais tantôt du continuum, ben, quelqu'un qui passerait du portugais au catalan, au roumain, ben, aurait la panoplie de toutes les formes de masculin et féminin. On voit qu'il y en a deux principales dans les langues romanes. Le français est toujours un peu différent, disons qu'un peu, je ne dirais pas le mal aimé, mais tantôt je parlais de la plus germanique des langues romanes. Donc c'est celle qui souvent s'éloigne le plus des autres, quoique le roumain aussi par ses influences slaves. Mais quand on étudie l'italien, on se rapproche beaucoup aussi du roumain. Bon. Ensuite, il y a aussi la façon de créer les pluriels. On voit encore une fois que l'italien et le roumain se distinguent des autres langues avec le I et le E pour la formation du pluriel. Donc, on voit qu'il y a deux principales façons dans les langues romanes de former le pluriel. Encore une fois, en général, okay? Parce que peut-être vous voulez voir les exemples, ah, mais ça, c'est pas toujours comme ça. On va toujours avec le plus simple, le plus facile, ce qui se ressemble. On met l'accent sur les ressemblances et non sur les différences. Okay? Même chose pour les diminutifs. Évidemment, il y en a plusieurs. Il y en existe même plus que ça. Ils ne sont pas toujours dans le même ordre que j'ai mis non plus. Mais en général, les plus fréquents sont ceux du haut. Puis on voit que tout ce qui est en ito, ita, et, donc avec un T, est très fréquent dans toutes les langues romanes. Ce qui nous permet, quand on lit un texte dans une langue romane qu'on ne connaît pas, d'identifier ces suffixes-là diminutifs et de comprendre que même si on ne comprend pas machin, on sait que c'est un petit machin. OK? Ou on sait, tantôt vous voyez le pluriel, on sait qu'il y a deux ou plusieurs machins. Okay? Donc, ça nous permet quand même, avec l'intuition, de finir par comprendre un peu plus le sens du texte. Diminutif. OK, je vais quand même parler un peu, avant de finir, des autres langues, parce que j'en ai parlé dans mon résumé. Il y a les autres langues romanes, qui sont moins documentées, mais c'est le même principe que les 6 principales. Il y a une des méthodes qui avait l'occitan, mais toutes les autres langues dont j'ai parlé n'apparaissent pas dans les méthodes, mais on peut facilement les appliquer avec les mêmes diminutifs, les mêmes pluriels. On peut faire nos tableaux ou justement trouver une langue qui est proche, etc. Bon, je pense à l'occitan avec le catalan, par exemple, mais on peut se faire nos tableaux et puis faire les comparaisons. Mais j'ai parlé aussi des créoles. Bon, créole à base française, mais aussi à base espagnole, à base portugaise, toutes les langues romanes. Là, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord. Mais de plus en plus, il y a beaucoup d'experts qui classent les créoles à base française, comme l'haïtien, le martiniquais, le rayonnais, comme à base portugaise ou espagnole, comme le palenquero en Colombie, le characano aux Philippines, comme des langues peut-être pas romanes, mais néo-romanes ou afro-romanes. On va le voir après. Il me reste encore l'anglais. L'anglais est quand même la langue romane la plus langue germanique la plus romane. Pourquoi? Par ses contacts historiques avec le latin, le roman et le français, depuis l'apparition même de la langue anglaise. Et ça, c'est intéressant. Les 400 mots du vocabulaire pan-roman, c'est-à-dire le vocabulaire pan-roman, c'est le vocabulaire qui est partagé par toutes ou presque toutes les langues romanes. Toutes, on ne pourra jamais dire toutes, comme je disais, 50, 70 langues romanes. Mais le vocabulaire pan-roman, bon, il y a certains mots qu'on retrouve dans les 7 principales langues romanes, d'autres dans 6 des 7, dans 40 des 50. Il y a aussi tout ce qui est le vocabulaire international, qui est déjà partagé avec l'anglais. Okay? Il y a déjà un énorme partage de langues, de vocabulaire, même de structure, entre l'anglais et les langues romanes. On va voir quelques exemples, par exemple. Des exemples, par exemple, oui. Donc, j'ai rajouté certaines des autres langues ici et on voit, encore une fois, que les correspondances ou les transparences sont presque toujours là. Donc, avec le galicien, le corse, le créole haïtien et l'anglais. On voit quand même assez facilement qu'on peut inclure, bon là c'est juste 4 exemples, hein, mais au niveau du lexique, on peut quand même assez facilement considérer que le créole est une langue romane ou néo-afro-romane et que l'anglais est quand même une langue pas mal romane, même si on dit que c'est une langue germanique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire ça? Vas-y. Vas-y. La Chine annonce une augmentation tarifaire sous produits américains. Qui a compris? Ben oui.
voyez, vous savez pas jamais qui a étudié le créole? Presque personne. Moi, j'ai étudié le créole. Toi, tu l'as peut-être pas étudié? Maternelle? Presque tout le monde le comprend. Donc, l'intercompréhension avec le créole est quand même relativement facile, même si ça peut paraître un peu opaque à première vue d'abord. Quand on lit à voix haute, on voit que c'est quand même, l'intercompréhension est facile. Et puis, j'aurais pu mettre des exemples dans beaucoup d'autres langues romanes ou dans d'autres types de créoles, même des créoles à base espagnole. Vous auriez compris beaucoup. Puis, en activant, on va revenir en résumé, donc, toutes les langues, surtout quand de la même famille, mais pas seulement, comme on a vu avec l'anglais, partagent des caractéristiques, que l'intercompréhension, c'est naturel, mais ça peut être facilité avec un peu de travail, un peu d'études. C'est possible avec beaucoup de langues, même avec des langues a priori d'autres familles, comme l'anglais puis le créole. Et la compétence passive d'une langue fait partie de la compétence plurilingue. Et peut-être le seul point un peu négatif de mes recherches, de ce que j'ai tenté, c'est que les méthodes sont variées, mais viennent et partent. Comme je vous disais, j'aurais voulu vous proposer plusieurs méthodes à aller essayer, mais il y en a plein qui ne sont plus en ligne. Donc, je vous propose plutôt de faire votre propre recherche, puis de trouver celle qui est en ligne, ou le livre, puis de l'essayer par vous-même. Et puis, pour terminer, ben, Merci beaucoup, Dr. Pomerleau. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez le micro pour qu'on puisse enregistrer les questions et les réponses. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis désolé d'avoir manqué le début, c'est le matin. Euh, ça m'a vraiment touché à deux endroits parce que ça rejoint beaucoup de mes propres méthodes pédagogiques dans mes cours d'anglais que j'ai fait en Allemagne pendant plusieurs années avec des apprenantes adultes. J'avais un peu la chance que ce n'était pas dans un contexte académique, c'était plus dans un contexte professionnel où il fallait vraiment après ça qu'ils puissent se servir de la langue puis pas juste réciter des listes de vocabulaire puis d'exceptions. Et fait qu'il y a une des choses que j'ai essayé de faire pour essayer de diminuer la distance entre l'allemand et l'anglais, parce que c'est des personnes qui étaient unilingues allemandes pour la majorité, c'était de dresser les parallèles justement étymologiques et autres, puis les aider à comparer puis à découvrir à quel point l'anglais c'est pas si différent que ça et qu'il y a plusieurs points d'attache de cette façon-là qu'on peut trouver pour se dépanner sans avoir besoin de dictionnaire. Puis l'autre chose, c'est d'apprendre la tolérance au flou, de pas toujours essayer de comprendre à 100% puis d'être certain à 100%, mais que c'est correct quand on comprend à 80%, mais qu'on comprend globalement, de ne pas s'attarder sur les choses qu'on ne comprend pas, puis de se concentrer sur celles qu'on comprend, puis se fixer là-dessus. Fait que ça... c'est ça. C'est venu me chercher à deux niveaux, fait que je suis vraiment content pour ça. Ces ressources-là que tu as présentées, est-ce qu'on va y avoir accès quelque part ou est-ce qu'il fallait les prendre en note et est-ce que tu en connais pour d'autres familles de langues? Ben, je pense que la présentation va être en ligne, la présentation audio puis le PowerPoint qu'ils vont rajouter. Sinon, aussi, je peux toujours laisser mon contact. Mais comme je disais, c'est ça, même si tu vas juste, mettons dans Wikipédia, là, à la fin, il y a toute une liste, puis la moitié des liens ne marchent pas. Okay? Puis même quand on fait des recherches après, on ne les retrouve pas, comme je disais, parce que le projet finit par tomber à l'eau, il est plus subventionné, etc., ou il a changé d'adresse, mais on ne les trouve pas. Ça, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. C'est pour ça que finalement, ce qui m'a été le plus utile, c'est le livre de Ecom 5, qui m'a été le plus utile. Mais avec plaisir, je t'en partagerai. Puis de toute façon, la présentation aussi, elle va être en ligne. Puisque je revenais sur la question que tu disais du flou, des connaissances, disons, je parle des connaissances parfaites des langues. C'est pas assez fort? Non, en fait, juste vous dire, oui, Ouais. ça va être en ligne, mais Pas tout de suite. C'est peut-être bien de partager une heure ou une autre parce que ça prend quand même plusieurs mois normalement. OK. Je vais écrire mon email là aussi. Ce que je voulais dire, puis là, je vais faire un petit clin d'œil à Tetsu qui est ici derrière. Parce que je me rappelle l'année dernière, quand Tetsu avait fait sa présentation, il y avait quelqu'un qui avait demandé bon, tu parles plein de langues, mais tu ne trouves pas ça dommage ou tu ne trouves pas que c'est. Mettons, tu parles 5 langues à 80 ou 10 langues à 75 mais tu n'en as aucune à 100 premièrement, connaître une langue à 100 c'est impossible.
même notre langue maternelle, parce que c'est tellement vaste, puis ça évolue sans cesse, puis il y a tellement de différences aussi régionales, etc. Donc, une connaissance, quand quelqu'un dit « je parle parfaitement telle langue », il faut prendre ça avec un brin de... avec des pincettes ou... parce que ça n'existe pas. Mais je pense que la plupart des gens qui s'intéressent aux langues ou qui sont polyglottes vont être d'accord que vous préférez parler 10 langues à 90 ou à 80 qu'en parler une seule à 98 non? Donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de mettre d'avant, d'un côté, de voir ça d'un côté positif, de ne pas parler parfaitement une langue ou de juste la comprendre ou de juste la lire, que ce n'est pas grave. Et puis aussi, vous savez tous que ce qui est le plus difficile dans les langues, c'est de les pratiquer toutes. Plus tu en apprends, plus ça commence à être difficile de toutes les pratiquer. Mais avec la compétence passive, on peut quand même, c'est beaucoup plus facile de juste trouver des textes puis les lire que de trouver quelqu'un avec qui parler. Okay? Donc, on peut facilement pratiquer ou activer nos connaissances passives, disons, plutôt que toujours essayer de parler parfaitement ou le mieux possible. Mais oui, il ne faut pas avoir peur à l'erreur. Et puis, bon, ceux qui sont francophones, québécois, entendent sûrement souvent parler des faux amis, les méchants faux amis avec l'anglais. Mais il y en a aussi, bon, avec l'espagnol, le portugais, les faux amis, les faux amis, les faux amis. On se fait marteler de ça. Mais dans le fond, on devrait peut-être plus mettre l'accent sur les vrais amis. Il y a beaucoup plus de vrais amis. En tout cas, en linguistique, là, dans les langues, il y a plus de vrais amis que de faux amis. Oui, donc en fait, moi j'avais une question. Je sais que vous avez dit qu'en termes des méthodes, mettons, il n'y a pas de... C'est dur de nous sortir une méthode particulière, mais on a vu beaucoup de trucs de vocabulaire, un peu de trucs avec, bon, les ido, tout ça, bon. Mais par rapport plus à la grammaire, on sait qu'il y a beaucoup de temps de verbes en commun, mais est-ce qu'il y aurait des méthodes, des techniques, des trucs si on décide qu'on veut apprendre les grammaires? Oui, bien, les méthodes, même celles comme Ecom, quand même certains trucs de base de grammaire. Je pense que celui de Tessier, Comprendre les langues romanes, a plus une section de grammaire. Dans le fond, c'est plus un ouvrage, disons, à lire pour comprendre comment ça fonctionne, plus qu'un ouvrage de pratique. Fait que c'est ça, je dirais celui de Tessier, là, que je suppose qu'il est rendu. C'est plus la lecture, puis là, il y a plus des trucs de grammaire là-dedans. Mais ce n'est pas un ouvrage de référence en grammaire. C'est lire, puis ça dit, OK, ça marche comme ça, le futur se forme comme ça, le passé se forme comme ça. Parce que tandis que dans l'autre, il y en a beaucoup qui sont axés sur la lecture puis la compréhension, et puis là, il y a très peu de grammaire. Ou dans les textes, dans le E, comme ce qu'il y a, c'est des petits encadrés. Là, il y a un mot de souligné, puis là, il explique dans un petit encadré la grammaire ici, ou pourquoi tel mot ici a changé. Si c'est une langue à cas, par exemple, pourquoi il a changé de cas, par exemple. Mais en général, les techniques d'intercompréhension ne mettent pas l'accent sur la grammaire, parce que la grammaire, souvent, c'est ce qui est plus compliqué, ou en tout cas, on rend ça compliqué aussi. On a des tonnes de termes pour tous les types de temps de verbe, par exemple, puis en plus, on les change de temps en temps. Fait que dans le fond, l'important, c'est peut-être juste d'identifier est-ce que c'est présent, passé ou futur, puis de ne pas se compliquer la vie à essayer de comprendre si c'est du subjonctif passé, du passé composé, du passé simple. Donc, c'est juste de comprendre quand ça se passe dans le temps. Ouais. Est-ce que je peux ajouter une autre Oui. petite question? Par rapport à la prononciation, est-ce que vous pensez que ce serait peut-être une bonne idée de commencer, mettons, par avoir surtout si on veut comprendre l'oral, d'avoir, genre, de lire, mettons, OK. Alors, je sais que c'est pas pareil parce que toutes les langues sont pas transparentes en termes de qu'est-ce qu'on peut prendre telle lettre, on sait que c'est tel son, mais d'avoir quand même une base sur la prononciation des sons dans chacune des langues avant d'être capable de... Oui. Par exemple, dans la méthode de Tessier, il y a toujours une explication de l'alphabet de chaque langue, avec les lettres qui sont différentes des autres langues romanes. Par exemple, bon, le cécédié, le eye en espagnol, bon, les accents en roumain, par exemple. Mais ça, on peut les lire encore une fois, mais ce n'est pas en les lisant comme ça qu'on va les comprendre. Non? Fait que moi, ce que j'aime surtout, c'est de lire des courts textes, mais de pouvoir l'écouter aussi. Donc, ça, c'est l'intérêt de Ecom, par exemple, de l'écouter. Parce que je disais, par exemple, le galicien, je lis super bien, mais si je veux le parler, je ne sais pas nécessairement comment ça se prononce. Tu sais. Mais ce que je fais, bien, je vais maintenant en ligne, c'est facile, sur Télé Galicia, puis je l'écoute, puis là, je finis par un peu... après ça, quand je relis, je peux appliquer un peu plus la prononciation. Mais en la base, c'est quand même pas si grave de ça, parce que si on prend une langue qui est beaucoup plus minoritaire, je ne sais pas, l'aragonais, par exemple, c'est peut-être plus difficile de trouver beaucoup de ressources orales. Fait que c'est pas plus grave que... C'est pas... Tu sais, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, d'être capable de le lire, mais on ne peut pas savoir vraiment comment ça se prononce. OK? On comprend quand même le contenu.
Fait que, tu sais, la prononciation, c'est vraiment si tu veux l'écouter, mais c'est surtout si tu veux parler. Fait que si ce que tu vis, c'est à comprendre une langue, c'est pas si grave si tu sais pas exactement comment ça se prononce, puis ça va te faire ton propre accent dans cette langue-là. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est la même chose que je parle de compétences partielles. Il ne faut pas avoir peur des accents non plus, puis de mal prononcer certaines langues. Encore une fois, en contexte, on finit toujours par comprendre quand même.